Dans ce module, nous allons parler du cyberespace. Alors, le cyberespace fait référence principalement à une activité d'ordinateur à ordinateur. Il s'agit de l'espace où les transactions informatiques ont lieu. Alors ici, l'activité d'ordinateur à ordinateur, c'est plutôt l'activité d'appareil à appareil et même d'appareil connecté à appareil connecté. En effet, le cyberespace fait référence plutôt à des transactions informatiques qui ont lieu entre des appareils qui sont distants physiquement et qui transitent donc par les câbles du réseau Internet et donc qui sont connectés au réseau Internet. Et il s'agit de l'espace où les transactions informatiques ont lieu. Ici, le terme transactions informatiques n'est pas limité aux transactions bancaires informatiques, malgré que le terme transaction est souvent utilisé pour les transactions bancaires. Donc il peut s'agir de n'importe quel type de transaction informatique, que ce soit des transactions qui permettent des échanges, des transactions qui permettent du traitement de l'information, tout type de transaction. Nous allons voir plus de détails dans la partie qui vient. Alors le cyberespace comprend des appareils ou des familles d'appareils ou de composants qui ont trois objectifs principaux. Alors le premier objectif de ces appareils, c'est le stockage d'informations. Donc voilà, l'objectif principal, un des objectifs principaux du cyberespace est de stocker de l'information. Donc tout ce qui est stocké sur un disque dur, sur un téléphone portable, sur une clé USB, sur n'importe quel périphérique, sur un drive comme OneDrive pour Microsoft ou Google Drive pour Google, sur vos mails, sur les sites internet, les bases de données, les données que vous entrez sur les sites quelconques, les sites divers et variés. Donc toutes les informations sont stockées. Et le stockage d'informations, c'est un élément essentiel du cyberespace. Alors le deuxième élément essentiel du cyberespace, c'est le traitement de l'information. Donc les informations, ils sont stockées, oui, pour y faire référence à l'avenir, c'est-à-dire qu'on stocke les informations pour pouvoir les retrouver telles quelles, non modifiées, non perturbées, etc., lorsqu'on a besoin de les retrouver, mais une application principale du stockage des données, c'est de pouvoir les traiter. Donc le traitement de l'information peut être très très divers. Il existe tout un tas de traitements. Donc le premier, un traitement par exemple, peut être une modification de fichiers, que ce soit par exemple des mises à jour d'informations contenues dans un fichier, mise à jour de formatage ou autre. Il peut s'agir aussi de traitements analytiques. Ici, on a plus le cas des entreprises qui ont un grand nombre de données et qui souhaitent en tirer des tendances, comprendre les comportements sous-jacents, par exemple de leurs clients. Ici, on est face à l'analytique. Donc c'est un traitement aussi de l'information. Il peut s'agir par exemple de traitements pour détecter des fraudes bancaires ou détecter des piratages, etc. Donc tout type de traitement. Et pour les traitements, bien sûr, les principaux éléments du cyberespace qui fonctionnent, qui permettent de faire ce traitement, ce sont les bases de données, ce sont les ordinateurs, ce sont les processeurs, ce sont les mémoires vives, etc. Donc tous les appareils en gros, qui sont dotés d'une puissance de traitement de l'information. Et la troisième fonctionnalité très importante du cyberespace, c'est le partage ou l'échange d'informations. Donc bien entendu, le stockage et le traitement d'informations sont essentiels et les objectifs souvent d'un stockage et d'un traitement, c'est de pouvoir partager les informations. Donc l'échange de la même manière peut être utilisé dans de très très nombreuses configurations. Il peut s'agir par exemple d'échanges entre des différentes administrations au sein d'un même pays. Dans le cas de la France, ici, comme nous mentionnons la France, il peut s'agir par exemple d'échanges entre les services fiscaux, les services des CAF, les services des caisses primaires d'assurance maladie, les services employeurs, les services URSSAF, etc. Donc toutes ces données en fait sont échangées afin de compléter l'information dans chaque administration et de pouvoir avoir un profil, par exemple, plus complet. Il peut s'agir aussi d'échanges entre des personnes, par exemple, que ce soit l'envoi de mails, l'échange de fichiers,
l'échange de voix et de vidéos lorsque nous faisons un appel visio, etc. Donc ce sont les trois principales fonctionnalités du cyberespace. Maintenant, le cyberespace est composé de en gros, quatre grandes familles de composants. Donc c'est de cette manière que nous les distinguons ici dans ce cours afin de pouvoir mieux les appréhender, les comprendre et les retenir. Donc la première famille de composants, ce sont tous les appareils. Ici, donc appareils au sens large. Alors parmi les appareils, qu'est-ce que nous pouvons avoir? Nous pouvons avoir les ordinateurs. Donc les ordinateurs qui sont chronologiquement les premiers appareils à être liés au cyberespace, donc à être connectés à Internet, pour faire simple. Ensuite, nous avons tous les périphériques qui tournent autour des ordinateurs, comme les souris, les claviers et les micros. Donc ici, ce sont des périphériques de capture, donc en gros qui vont transformer une information en une information digitalisée qui va être en fait l'entrée dans le cyberespace. Par exemple, la souris transforme un mouvement de souris en une information digitale compréhensible par l'ordinateur. Le clavier transforme le fait de taper sur des touches ou l'appui sur une touche en une information compréhensible par l'ordinateur. Et les micros transforment un son, donc une onde sonore, en une information, en un signal numérique compréhensible par l'ordinateur. Ensuite, nous avons les périphériques qu'on appelle les périphériques de sortie, comme les écrans, les haut-parleurs, etc. Donc ces périphériques vont comprendre des informations numériques et vont pouvoir les restituer de manière intelligible pour les êtres humains. Un écran, par exemple, récupère un signal numérique et va afficher donc, sur un écran une image qui est intelligible pour un être humain. Par exemple, qui va contenir du texte, des images, etc. Les haut-parleurs vont prendre en entrée un signal numérique et vont pouvoir restituer un son intelligible par l'humain à partir de ce signal numérique, etc. Un cas particulier sont les imprimantes. Donc les imprimantes prennent en entrée des fichiers, donc qui sont une représentation numérique d'une information et qui vont pouvoir en faire un matériel tangible. Donc en gros un texte ou une image imprimée sur une feuille matérielle. Donc ici nous avons tout ce qui est relatif aux appareils. La deuxième grande famille de composants dans le cyberespace, c'est tout ce qui est relatif au réseau. Donc les réseaux bien sûr qui sont très utiles à l'échange d'informations. Alors pour partir, pour avoir une approche du plus petit au plus grand, ou comme on dirait bottom up, nous allons commencer à partir du foyer. Donc chaque foyer qui a accès à Internet utilise une box Internet. Donc une box Internet, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est fourni par un FAI, donc un fournisseur d'accès à Internet, et c'est en gros la porte d'accès au réseau Internet. Donc en gros, lorsqu'une box Internet est installée dans un foyer, elle permet de constituer un réseau informatique. Donc le réseau informatique est constitué de tous les appareils qui sont dans le foyer, que ce soit des ordinateurs, des téléphones portables, des imprimantes, des consoles de jeux, etc. Tout ce qui est connecté à cette box constitue en fait un réseau. Et tous ces appareils peuvent communiquer entre eux. Maintenant, la box, son objectif, c'est de pouvoir permettre à ces appareils de communiquer entre eux, mais aussi de communiquer avec Internet. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est que le trafic de la box va être dirigé vers le FAI, donc le fournisseur d'accès, qui, lui, va gérer l'accès à Internet. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que les FAI, donc les fournisseurs d'accès à Internet, sont eux-mêmes interconnectés entre eux par des appareils qu'on appelle les routeurs. Donc les routeurs qui sont le deuxième élément de la liste. Donc les routeurs en fait permettent de faire communiquer plusieurs réseaux entre eux. Et ici, si vous l'avez remarqué, donc une box Internet est entre autres un routeur. Elle contient une fonctionnalité routeur qui permet de faire communiquer votre réseau du foyer avec le réseau du FAI. Ensuite, il existe des réseaux d'interconnexion entre les FAI qui vont permettre de faire communiquer ces différents FAI. Un exemple tout simple, une personne A qui est chez le FAI Free et une personne B qui est chez le FAI Bouygues Telecom vont pouvoir communiquer entre eux grâce au réseau d'interconnexion, car il existe un réseau qui interconnecte Free et Bouygues avec ce qu'on appelle des routeurs. Ensuite, il existe aussi donc, un élément qui est beaucoup moins connu du grand public, les câbles sous-marins. Donc les câbles sous-marins sont des éléments très importants
qui permettent de communiquer à travers les continents. Donc en gros, il existe des câbles sous-marins, par exemple, qui relient l'Europe à l'Amérique, l'Europe au Moyen-Orient, etc. Et ces câbles sous-marins, en fait, vont porter le trafic Internet entre les différents continents sur des distances très éloignées. Ces câbles utilisent la fibre optique et malgré qu'ils ne soient pas connus du grand public, sont très critiques et ont une importance géostratégique majeure. Alors, pour faire simple, partons du cas d'un internaute français qui utilise Free et qui va se connecter et qui va vouloir communiquer avec un internaute américain qui utilise le fournisseur d'accès AOL, donc America Online. Donc le trafic va déjà être dans le foyer. Ensuite, le trafic va passer par la box Internet. Ensuite, le trafic va passer par le FAI, donc Free. Ensuite, le trafic va aller dans le réseau d'interconnexion entre les FAI. Et ensuite, à partir de ce réseau d'interconnexion, on va détecter que la cible, en gros la destination, est en Amérique. Donc on va emprunter un câble sous-marin qui passe entre la France et les États-Unis. Et ensuite, lorsqu'on arrive chez les États-Unis, on va détecter que le FAI est AOL. Et donc le trafic va être redirigé chez AOL. Et AOL, bien sûr, en ayant l'adresse IP de la destination, va savoir où est située donc cette personne, bien sûr, car c'est un abonné. Donc elle sait très bien en fait faire la correspondance entre une adresse IP et un abonné. Donc voici un petit peu la partie réseau, sans entrer bien sûr dans les détails techniques. L'idée ici n'est pas d'entrer dans les détails techniques. La troisième grande famille de composants sont tout ce qui est logiciel. Donc les logiciels constituent en fait la partie intelligente du cyberespace. Donc les appareils sont la partie matérielle, les réseaux sont aussi la partie matérielle comme on a vu, mais tous ces matériels, qu'ils soient appareils ou réseaux, ont une partie intelligente qui est en fait leur comportement, qui est dicté par les logiciels, qui comprennent toute la logique, toute la mécanique utilisée par ces appareils. Donc pour faire simple ici, nous avons classifié les logiciels en trois grandes familles. Donc les systèmes d'exploitation tout d'abord, qui sont en fait des logiciels qu'on appelle bas niveau, qui sont en gros les premiers logiciels qu'on installe sur une machine matérielle et qui vont permettre de comprendre directement le matériel et de communiquer directement avec le matériel. Par exemple, un système d'exploitation peut être Windows, Linux ou macOS. Donc ces systèmes contiennent en fait des codes informatiques qui sont capables de directement communiquer avec votre webcam, avec votre micro, avec votre clavier, avec votre souris, etc. Ensuite, nous avons les logiciels standards. Donc les logiciels standards sont des logiciels, ici qu'on a appelé standards, mais qui sont en gros ce qu'on installe de manière standard sur un ordinateur. Il peut s'agir par exemple de la suite Microsoft Office, il peut s'agir de navigateurs web, il peut s'agir de logiciels de retouche photo, il peut s'agir de tout un tas de logiciels. Et donc ces logiciels vont utiliser eux-mêmes le système d'exploitation. En gros, lorsque un logiciel standard est fabriqué ou programmé, il ne va pas faire appel directement au matériel de votre ordinateur, que ce soit votre caméra ou votre micro, etc. Mais il va faire appel au système d'exploitation, et le système d'exploitation lui-même va transmettre le besoin au matériel. Ça peut être le cas, par exemple, lorsque vous utilisez Skype ou Microsoft Teams, qui utilise votre micro et votre webcam. Donc Microsoft Teams ne va pas directement communiquer avec votre webcam, il va communiquer avec le système d'exploitation Windows, qui lui-même va demander l'accès à la webcam et gérer toute la transaction avec la webcam, comme est-ce que j'enregistre ou pas le flux, etc., etc. Et ensuite, nous avons les pilotes de périphériques. Donc nous avons voulu mentionner les pilotes de périphériques, elles sont importants. Donc les pilotes de périphériques sont justement ces parties, donc ces petits logiciels qui vont savoir communiquer et qui vont permettre de faire la traduction pour permettre à l'ordinateur de communiquer avec le matériel. Et ici, c'est surtout lorsqu'on ajoute un nouveau matériel. Par exemple, lorsque vous installez une imprimante ou tout autre logiciel, ça peut être un lecteur de carte à puce, ça peut être une caisse enregistreuse, etc. Donc tous ces appareils ne savent pas communiquer de base avec l'ordinateur. Enfin, l'ordinateur de base ne sait pas communiquer avec eux. Et pour expliquer à l'ordinateur comment communiquer avec ces nouveaux appareils, on installe ce qu'on appelle des pilotes de périphériques. Bien sûr, par défaut, dans les systèmes d'exploitation, il existe toute une série de pilotes préinstallés. Mais lorsque vous installez un appareil qui n'est pas très fréquent ou qui a un besoin précis particulier, alors il faut installer ce qu'on appelle le pilote de périphérique qui va expliquer à l'ordinateur comment communiquer avec cet appareil. La quatrième grande famille du cyberespace
ce sont les protocoles. Alors nous avons voulu mentionner les protocoles car ils sont le fondement d'une grosse partie du cyberespace. Donc les protocoles, en fait, ce sont des moyens de communication entre les différents appareils selon les besoins. Donc ce sont en fait des normes de communication, ce sont des langages que les ordinateurs comprennent et qui vont être utilisés pour faire telle ou telle transaction. Alors, par exemple, on va parler de service web. Un exemple de protocole. Donc, le service web, c'est le protocole qu'on appelle HTTP pour Hypertext Transfer Protocol. Donc, comme vous voyez, quand vous tapez dans un navigateur une adresse, vous avez HTTP : Ici, ça veut dire qu'on utilise le protocole HTTP. Et le protocole HTTP est connu pour pouvoir communiquer des pages web. Donc, en gros, lorsque vous allez dans un navigateur, vous recevez une page web, votre navigateur l'affiche. Ensuite, vous avez des clics. Vous pouvez cliquer, entrer des informations dans un formulaire et recliquer pour redemander une nouvelle page web, etc. etc. Donc c'est le protocole HTTP qui est en fait un langage de communication qui permet au navigateur de communiquer avec des sites internet qui sont hébergés sur ce qu'on appelle les serveurs web. Un autre exemple, ce sont les services de messagerie. Donc par exemple, lorsque vous envoyez des mails. Donc le protocole, le service de mail sont basés, les services de mail sont basés sur plusieurs protocoles qu'on appelle par exemple IMAP pour la récupération de mails et SMTP pour l'envoi de mails. Donc un exemple tout simple, lorsque vous écrivez un mail, donc vous avez une adresse email source, une adresse email de destination, vous avez un objet, un sujet, un corps de mail, un message, et vous avez des pièces jointes, etc. Et donc ici, le protocole SMTP par exemple, qui permet d'envoyer des mails, utilisera toutes ces informations et les transmettra à votre destinataire. Ensuite, le destinataire, lorsqu'il devra consulter ces mails, un peu comme une personne qui irait consulter sa boîte aux lettres, donc le protocole IMAP qui permet de consulter va pouvoir demander en fait au serveur de messagerie à avoir accès à toutes ces informations, donc le sujet, le corps, les fichiers joints, etc. Donc ce sont en fait des protocoles ici qui permettent l'envoi de mails. Un autre protocole très connu d'Internet, c'est celui qui permet le transfert de fichiers qui s'appelle FTP ou SFTP, donc File Transfer Protocol, ou Secured File Transfer Protocol. Ici, nous sommes plus sur un protocole qui permet l'échange de fichiers bruts, donc qui est optimisé pour permettre justement l'échange de fichiers qui sont assez volumineux d'une manière assez efficace. Donc ici, on n'est pas dans la communication de mail, ni dans la communication de page web, mais plutôt dans la communication de fichiers volumineux. Alors voilà 3 exemples de protocoles. Et le cyberespace est constitué de tous ces éléments. Bien sûr, ici, nous avons donné une liste pour permettre de comprendre et qui couvre assez bien les différents éléments du cyberespace. Bien sûr, nous n'avons pas donné de manière extensive les différents éléments, car il existe tout un tas de périphériques, de logiciels, etc. Mais c'est bien assez pour bien cerner le concept du cyberespace.